Bienvenue dans Mont Blanc Live, bonjour à tous, une émission sur le fil aujourd'hui. Alors pour m'accompagner, les équilibristes du jour, tout d'abord Aurélie qui nous montrera tout ce qu'il est possible de faire avec une simple sangle. Tout à fait. On verra ça tout à l'heure. Claire qui ne dort pas sur un nuage mais qui nous emmènera dormir en hauteur. La tête en l'air. Et Greg qui d'habitude suit au plus près ses invités. Alors là, Greg a pris un petit peu ses distances. Oui, je suis resté un peu loin. Un petit peu loin. Alors notre invité est tout simplement recordman du monde de sa discipline. Chapeau à lui, plus d'1,5 km sur une simple sangle. Il pratique donc la slackline ou même plutôt la highline. Il s'agit évidemment du recordman du monde, donc Nathan Paulin. Bonjour Nathan Paulin. Bonjour. Vous pratiquez donc cette discipline de marcher sur une simple sangle. On va voir plein d'images dans quelques instants, mais simplement comment est née cette discipline, vous qui êtes le recordman du monde? Alors oui, c'est né dans les années 80, dans le parc du Yosemite. Les grimpeurs américains, le moment où ils s'ennuyaient en fait, quand il faisait mauvais temps, ils marchaient sur des sangles, des cordes ou des chaînes pour entraîner un peu leur équilibre. Et c'est depuis les années 2005-2010 que c'est sorti un peu du monde de la grimpe pour se mettre dans les parcs. On en voit un peu partout dans les parcs au bord de lac. C'est assez mondial. Donc c'est sorti un peu de la grimpe. Et alors vous avez commencé quand? Et donc moi j'ai commencé en 2011 exactement, et je suis la première génération à avoir fait de la slackline pour la slackline et de la highline voilà, vraiment pour ça, pas en entraînement pour la grimpe ou pour le ski, et donc à pousser un peu les limites de ce sport. À pratiquer cette discipline simplement sans faire de l'escalade à côté, c'est ça ce que vous nous dites? C'est ça, voilà, à pratiquer la discipline, juste pour la discipline, voilà, parce que ça me plaisait. Voilà. Alors on va voir justement le record du monde, on va voir des images et vous pouvez les commenter. C'était donc 1,6 km, 1,6 km de distance entre les deux points. C'est ça, c'était 1662 mètres exactement, parce qu'on voulait faire plus de 1 mile. Pour les Américains, c'était la distance un peu phare à battre. On avait déjà fait avant 1 km. Sur ce record, on est 3 à avoir traversé. Je ne suis pas le seul à avoir traversé. Il y a Pablo Signoret et Lucas Millard, deux copains français. Donc en France, on a un très bon niveau, on fait des choses ensemble et on arrive à pousser un peu les limites ensemble. Donc ça, c'était à Navacelles, dans les Cévennes. On traversait du Gard à l'Hérault, à 2 départements, c'était assez sympa. Ah, vous avez relié 2 départements. C'est ça. Vous êtes à quelle distance du sol? Alors au milieu, on était à 300 mètres de hauteur. Donc on avait une belle hauteur quand même sous les pieds au milieu, on était bien au milieu de nulle part, on était perdu, avec plus de 700 mètres derrière, plus de 700 mètres devant. Et dans quel état d'esprit vous êtes avant une telle traversée? Alors avant une traversée comme ça, il faut réussir à se convaincre que c'est possible parce qu'on pense vraiment que c'est impossible. On voit la sangle qui part et puis on se dit qu'il va falloir marcher dessus pendant 1,6 km en équilibre, que ça bouge tout le temps, qu'on a énormément de chances de tomber. Et donc c'est un peu stressant quand il y a une performance comme ça. Des fois quand on est en montagne pour nous, il n'y a pas de stress, on fait ça vraiment pour nous. Il y a un gros travail sur le mental. C'est ça, voilà, sur le mental. Ouais. Mais ça dure combien de temps? Ça dure combien de temps? C'est 1,6 km de marcher c'est quoi? C'est un quart d'heure, 20 minutes, 45 minutes? Combien de temps? C'est 1h10. On a tous mis à peu près le même temps, que ce soit Pablo, Lucas ou moi. On a tous mis dans les 1h10. On a été très très vite. On ne se rend pas compte. 1h10, finalement, c'est un peu plus d'1 km/h, donc c'est pas non plus énorme. Mais on a vraiment été le plus vite possible pour passer le moins de temps possible sur la ligne et donc optimiser les chances de réussite. C'est quoi la difficulté justement dans une traversée comme ça? C'est les conditions météo, le vent gêne ou aide au contraire? On voit que d'ailleurs la sangle elle est courbe à un moment, elle bouge et elle est courbe, c'est assez impressionnant. Oui, alors ouais, sur ces distances-là, en fait, la sangle est très légère, elle prend le vent, des fois il y a des vents dans 2 sens différents, elle fait un S comme ça, et elle nous déporte avec, ça nous pousse vraiment. Et donc le vent, un vent léger de côté, c'est super, ça permet de caler la sangle, en fait, de l'empêcher de trop onduler quand on fait des erreurs. Mais un vent en rafale fort, c'est pas bon. Donc il y a le vent, c'est le principal ennemi ou ami si c'est du vent léger. Moi, il y a un autre paramètre qui me choque, c'est quand on vous voit, on ne se rend pas trop compte sur les images, mais quand on vous voit en vrai, vous êtes grand. Est-ce que la taille, pour une question d'équilibre, c'est quelque chose qui rentre en compte dans une performance comme vous faites? Alors, au début, on pensait que les petits étaient plus aptes à faire des grandes traversées, parce qu'un centre de gravité plus bas. Voilà, centre de gravité plus bas. Après, je suis grand, j'ai des bras qui sont grands aussi. Donc, finalement, on est tous à peu près proportionnels. Et donc ça marche très bien, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, pour ces grandes traversées, c'est vraiment mental. Il faut vraiment, c'est un combat mental.
Question technique maintenant, comment est-ce que vous faites pour tout simplement installer cette sangle entre les 2 points et 1,6 km, comment ça se passe? Alors maintenant, ce qu'on fait depuis, et ça tombe bien parce qu'on le fait depuis qu'il y a des très grandes distances à traverser, on envoie un drone qui va tirer un fil de pêche. Donc on prend un petit drone, des drones pas très gros, on attache un fil de pêche derrière, il va traverser du point A au point B. Donc une équipe de chaque côté, il y en a un qui envoie un drone, l'autre qui le réceptionne. Moi, je me suis déjà fait couper de trois doigts, un petit peu. Et après, sur ce fil de pêche, on met une cordelette. Et sur cette cordelette, on met une plus grosse cordelette. Donc, on fait des allers-retours comme ça. Voilà. D'accord, pour effectivement à chaque fois grossir jusqu'à faire passer cette fameuse sangle. Voilà, c'est ça. Alors, on va voir d'autres images. Cette fois-ci, c'était au mois de décembre dernier. C'était pour le Téléthon. Là, vous avez réalisé une performance parce qu'en milieu urbain, c'est une première. Le fait de faire une telle distance pour le Téléthon, plus de 600 mètres, c'est ça? Alors, c'était 670 mètres. C'est un record du monde urbain. Mais au-delà du record urbain, c'était surtout une traversée au-dessus de Paris. Entre la Tour Eiffel et le Trocadéro. Trocadéro, voilà. Donc, départ Tour Eiffel. Il y avait un peu de monde. Il y avait un peu de monde en dessous. Il y avait moins de monde parce que Johnny était décédé en même temps. Du coup, ça nous a un petit peu mis à l'ombre. Mais c'était pas plus mal pour la préfecture. On avait beaucoup moins de policiers présents et c'était plus simple pour ça. Et donc, traverser le pont d'Iéna, traverser les jardins du Trocadéro et finir entre les deux bâtiments du Trocadéro sur la place des droits de l'homme. Et c'était magnifique. Moi, j'ai encore du mal à réaliser que j'ai été là sur cette sangle au-dessus de Paris avec cet environnement qui est un peu chargé d'histoire, la Tour Eiffel, des images magnifiques. Ça dure quoi, une demi-heure là cette fois-ci? Alors là, ça a duré une demi-heure, c'était en direct à la télévision. Donc là, c'était la plus grosse pression que j'ai jamais eue parce qu'il n'y avait pas le droit de chuter en fait. Si je chutais, la traversée n'était pas validée. Je pouvais repartir, mais j'avais pas le temps dans le direct de repartir du début et de recommencer. Alors quand on est sur cette sangle, est-ce qu'on a le temps de regarder le paysage? On est concentré sur quoi? Ses pieds? On regarde le paysage pour se détendre? Comment ça se passe? Alors on regarde devant sans focaliser sur quelque chose. Au début, quand on s'entraîne, on focalise quand on est débutant. Et puis après, il faut apprendre à défocaliser pour pas se fatiguer. Et là, sur ces traversées stressantes, je regarde devant et je profite pas tellement. Quelques moments, des fois, j'entendais un peu ce qui se passait, notamment les commémorations pour Johnny aux Champs-Élysées. J'entendais que ça criait. Et par contre, quand je le fais pour moi, quand je le fais en montagne, ce qui est le plus souvent, alors là, l'idée c'est de pouvoir regarder tout ce qui se passe autour, profiter un maximum de la vue et découvrir un endroit ou redécouvrir un endroit avec un point de vue différent que personne n'a encore vu, en tout cas, sauf derrière un écran de drone, mais c'est assez fou de pouvoir regarder ce qui se passe en bas, à droite, à gauche. Alors, cette ligne de vie, cette sangle, quelles sont les caractéristiques de cette sangle? Eh bien, Aurélie nous explique tout. Oui, alors Nathan, si je vous dis slack.fr, vous me répondez. Alors Slack.fr, c'est avant tout des copains, un groupe de copains. C'est la première marque de slackline en France, une des premières au monde, et c'est un sponsor depuis le début qui me suit. Alors je me suis intéressée à votre sponsor justement. La marque a été créée en 2005, au tout début du développement donc, de la slackline en France. Elle est spécialisée dans la conception et la vente de matériel. Alors cette marque a un esprit novateur, on l'a dit, c'est une équipe jeune, une équipe de copains. Et chez Slack, tout est une question d'équilibre, comme dans la discipline, Nathan. Reportage tout de suite à Sainte-Colombe, à côté de Faverges, pour découvrir l'envers du décor de Slack.fr. On est à Sainte-Colombe, en Haute-Savoie, pas très loin du lac d'Annecy, Faverges pour être un peu plus précis. On est donc dans nos locaux, donc chez Slack.fr. Alors nous, on est spécialisé dans le slackline, dans le matériel de slackline, c'est-à-dire qu'on conçoit, qu'on fait fabriquer et qu'on vend du matériel de slackline. En fait, c'est né il y a presque 13 ans. C'est Damien Mercier qui a créé l'entreprise. Pour être franc, c'est Damien donc, qui a créé la boîte, qui est considéré comme le papa du slackline en France. C'est vraiment sous l'impulsion de marques comme nous que la slackline s'est développée. Et c'est le fait de développer du matériel et de faire connaître la discipline qui a permis d'avoir de plus en plus de pratiquants. Et il y a encore 3-4 ans, quand on parlait slackline, on disait slack quoi? Et maintenant on dit ah oui, les gens, les funambules sur des élastiques. L'idée de départ, en fait, c'est du matériel à la base qui est dérivé de l'escalade. C'est une discipline qui vient de l'escalade, qui était pratiquée par les grimpeurs les jours de repos pour continuer à travailler tout ce qui est endurance, proprioception, équilibre et gainage. À force de pratique, il y a du matériel qui a été développé de plus en plus pour être complètement adapté. Il y a 6 ans ou 7 ans, le record il était d'une 60aine de mètres, le record du monde. Maintenant, il est à 1600. Donc voilà, on voit déjà l'évolution exponentielle. On est passé juste d'un bout de sangle à un mousqueton et des nœuds à un kit complet avec des petits parties
comme des anneaux ou des sangles tressées spécialement qui permettent d'exploiter toutes les possibilités du sport. Il y a des techniques et il y a des matériaux spécifiques qui sont à développer pour s'adapter, faire ça toujours, on va dire, plus loin, tout en restant facile et sécuritaire. Notre cœur de métier, c'est la commercialisation et la conception du matériel, mais aussi on est spécialiste là-dedans, on est pionnier là-dedans, donc on a une vraie expertise qui permet de proposer alors, des événements, alors ça va de l'événement tout public qui permet de faire découvrir la slackline au ras du sol sur 3-4 mètres, aux démonstrations, aux records du monde qui vont à 1600 mètres de long. Beaucoup, on voit arriver maintenant intervenir la slackline dans la rééducation. Il y a beaucoup de kinés, d'éducateurs sportifs qui l'intègrent à leur programme. Parce qu'en fait, c'est un sport qui est assez bénéfique pour le corps. Ça permet de travailler la proprioception, ça permet de travailler tout ce qui est gainage. Et ça travaille aussi, alors un truc qui est très important, c'est les muscles profonds. Alors les muscles profonds, c'est les muscles qui permettent de se tenir droit, de prévenir les maladies musculo-squelettiques, c'est-à-dire les problèmes de dos, les problèmes de hanches, toutes ces choses-là. Donc en fait, au-delà de l'activité sportive et ludique, c'est un moyen qui est de plus en plus utilisé dans le paramédical et le médical pour aider à la rééducation suivant les pathologies. Après, on adapte un petit peu. Et donc, il y a tout ce matériel-là qui est en train d'être, on va dire, développé, que ce soit par nous ou nos concurrents, pour pouvoir toucher un plus grand nombre. Alors sur slack.fr, vous pouvez trouver un kit de base pour les débutants, comme moi, à 39 €. La grande différence, on va l'expliquer avec vous Nathan, c'est la largeur de la sangle, entre autres. On va faire la comparaison avec la vôtre. Ça c'est la vôtre sur le plateau, qui est donc plutôt orange, et la verte. Ce qui change en fait entre les deux. Alors oui, ça c'est une sangle de débutant, donc 5 cm. Et là, 2 cm et demi, une sangle, c'est la sangle que j'ai utilisée pour le record, la même exactement. Et donc en fait, la largeur, ça ne va pas forcément être plus difficile, c'est juste que c'est plus simple à installer une sangle plus large. Et dès qu'on passe au-dessus d'une longueur de 20 mètres, donc assez rapidement finalement, on a des sangles qui font 2 cm et demi, 1 pouce. Et c'est celle-là voilà, qu'on utilise pour les grandes traversées, c'est toujours la même taille de sangle. Et puis après, on en tisse des longueurs jusqu'à 1,6 km. C'est presque normalisé ou pas du tout? Alors c'est normalisé au niveau des largeurs de sangle, parce que c'est des mesures américaines, c'est 1 inch, 1 pouce. Voilà, donc 1 pouce, 2 pouces. Et le gros avantage, c'est que ça tient dans un coffre de voiture, le kit débutant, donc on peut l'amener partout. Exactement. Et puis c'est pas très cher comme activité extérieure, c'est quand même pas mal. 39 € on a dit pour ce kit de slack.fr. Alors la highline reste une activité finalement assez confidentielle, difficile de voir des personnes s'entraîner en altitude. Mais Greg vous a suivi Nathan Paulin lors de l'une de vos démonstrations. Et oui, Nathan Paulin était au Natural Games pour faire 2 démonstrations par jour de highline. Donc il y avait une ligne qui était tendue entre 2 immeubles. Je vous laisse découvrir ce petit exploit qui en est un pour nous, mais qui pour Nathan, il marche sur la ligne comme s'il allait chercher le pain. Donc là, on est sur un des toits des bâtiments d'Avoria au Natural Games. Et je vais partir pour une démo du soir, là, sur une ligne qui fait 220 mètres. Donc c'est déjà une belle ligne, une belle highline. C'est sympa au-dessus du village. Hop là. Alors les traversées en mode démonstration, c'est assez sympa parce que ça me permet déjà de montrer un peu ce sport qui est un peu méconnu, ou en tout cas qui était méconnu. Et là, 220 mètres, c'est une belle ligne, donc c'est pas souvent que les gens ont l'occasion de voir une si grande ligne en fait, en vrai quoi. Je sais que je vais m'amuser, c'est quelque chose où vraiment je m'y suis habitué. Donc c'est devenu complètement naturel pour moi maintenant de marcher un peu dans les airs comme ça. Il y a les réactions du public qui sont sympas, il y a un peu d'échange. Alors oui, quand je suis là, j'entends le public, j'entends le speaker qui parle. Donc ouais, il y a un échange, ça marche bien. Ça me met dans un état assez fabuleux. Et ce qui est bien avec la highline, c'est que cet état, on peut le garder quand même assez longtemps sur une traversée qui est longue comme ça. Et c'est intense tout le long. C'est ça que j'aime bien aussi dans cette pratique. Par rapport à d'autres pratiques comme le ski, où il y en a un moment une très grosse intensité, en ski par exemple, en pentraide ou des choses comme ça. Mais c'est plus court en fait, et ces moments-là, on les a plus longtemps sur la highline. Et puis là, de partir sur des immeubles, c'est assez sympa. Faire une ligne urbaine dans un milieu montagnard, c'est marrant. Il y a longtemps que je n'avais pas fait de highline finalement, en fait l'hiver c'est plus calme.
Et là, c'est bien, ça me remet un peu dans le bain pour la saison qui reprend. Là. Comme projet, j'ai pas mal de voyages en Chine, dans des endroits différents, assez sympas. Et après, j'ai eu un projet de film en Espagne. Alors on voit les chaussettes qui pendent là, pourquoi vous êtes pieds nus? Et est-ce que vous n'avez pas froid aux pieds justement, surtout dans des conditions hivernales comme ça? Alors là, à Voreil, il faisait assez bon. À la Tour Eiffel, il faisait vraiment froid. La sangle était givrée en plus le matin, donc voilà, il faisait super froid. Et en fait, pieds nus, c'est pour mieux sentir la sangle, simplement, pour être au plus proche de la sangle et poser le pied de la meilleure façon possible. Donc c'est toujours pieds nus. Alors vous le disiez, les sensations sont différentes sur la highline. Vous avez un effort dans la longueur, parce que vous pratiquez aussi le ski ou le parapente. C'est quoi justement qui fait la spécificité de l'intérêt pour vous de la highline par rapport, là on vous voit en montagne, par rapport au ski notamment? Donc par rapport au ski, c'est un effort de concentration et d'intensité qui est constant, qui est long. Et donc vraiment cette concentration qui est super importante, qui met dans l'instant présent et donc sur un moment, voilà, une bonne distance par rapport à la pointe raide, comme là avec mon petit frère à la pointe percée, on a un moment, bon il faut faire des virages où il y a un engagement et là on se concentre, mais le reste du temps c'est plus calme. Après, il n'y a quand même pas de danger en highline. Voilà, en pente raide, si on tombait, on n'était pas très bien, tandis qu'en highline, moi je peux tomber n'importe quand et je me fais jamais mal. Donc finalement, c'est un gros avantage aussi, c'est intense et pas dangereux. Allez, on va rester dans les airs, en highline presque. On va rester dans les airs sur notre petit nuage, puisque Claire nous propose un petit dodo insolite. Effectivement, on reste dans les airs cette fois-ci pour dormir. Eh bien ça, c'est l'idée du domaine de Fréchet, un domaine pour accueillir des enfants. Ça se passe au reposoir chez vous. Regardez. On est au reposoir, on est dans la forêt qui est derrière le chalet, le domaine de Fréchet, donc qui est un centre de vacances qui est au centre du village du reposoir. Alors c'est un centre de vacances qui a pour but d'accueillir des jeunes, des enfants en classe de neige, en classe de découverte et en séjour de vacances. On a différents types de séjours, notamment l'été, alors des séjours longs, des séjours courts, et puis sur certains des séjours, on a développé l'activité tente suspendue qui permet aux enfants de passer une nuit suspendu dans le vide, on va dire, sur des tentes hamacs, en plein milieu d'une forêt, en plein milieu de la nature. Et c'est ce côté un peu atypique et original qui fait que c'est une expérience qui va marquer les enfants. Et c'est de faire du camping autrement que sur les tentes qu'on connaît et classiques qui sont posées au sol, quoi. C'est une partie là où il faut faire attention de bien mettre les sangles bien droites pour pas que ça s'en mêle. Et voilà, il reste la porte à fermer et la tente est habitable. Nous, avec les enfants, on laisse toujours la voile parce que le but, c'est qu'ils puissent dormir, mais sur un côté super agréable où quand on est dedans, là, on voit les arbres. Alors on peut soit ouvrir ici et puis rentrer, hop, directement dedans par là, ou alors par en dessous pour le côté un peu ludique, où là, du coup, on rentre en dessous et on essaye de se suspendre pour monter dans la tente. Chaque tente, en fait, a une petite boîte comme ça à l'entrée qu'on va mettre à chaque fois. Et dans ces boîtes-là, ça permet aux enfants de déposer tous leurs objets avant de monter dans la tente. Et puis après, on les fait monter un par un, pas tous en même temps. On installe chaque enfant et après, on les laisse s'endormir tranquillement. Il y a toujours un adulte pas loin qui permet, s'il y a besoin pendant la nuit de sortir, de pouvoir aller les chercher parce que, pareil, on leur demande de nous appeler pour pouvoir descendre, surtout la nuit, même s'ils ont une petite lampe. On essaye de bien cadrer l'activité. C'est la même sensation que dans un hamac, donc on est vraiment en apesanteur et tranquille. Et comme on a pu le voir, avec ou sans la toile, on peut avoir accès au ciel si on veut, donc c'est super cool. Eh bien, si ça vous a donné envie aussi, vous aussi, de dormir dans les airs, allez sur le site Tentsly, c'est le concepteur designer anglais. Le tarif, il faut compter, au début c'était 1 000 €, maintenant on en trouve à partir de 300 €, ça va jusqu'à 800 €. Et puis je vous propose, Nathan, de retourner au domaine de Fréchet. C'était pour les 40 ans, vous aviez fait une démonstration en l'air, comme à votre habitude. Donc là, on voit la slackline qui était tendue du dernier étage du chalet jusque dans la forêt. C'est ça, oui. Combien, quelle longueur? C'était chez vous là pratiquement? C'était chez moi, ça faisait 70 mètres de long. C'était sympa, voilà, on voit la maison derrière sur la photo là. Et donc c'était génial de pouvoir faire ça à la maison. Je sais pas c'était en quelle année, mais ouais. C'était en 2014. 2014. Ouais. Vous en faites tous les jours pour rester entraîné? Comment ça se passe?
Alors j'en fais tous les jours, quasiment l'été, mais l'hiver, j'en fais presque pas. Il y a des périodes où j'en fais pas et c'est super pour progresser en fait, des fois aussi de s'arrêter. Ça permet d'effacer un peu les défauts et de repartir sur de bonnes bases. Alors avec Nathan Paulin, nous avons presque tout dit sur la Highline. Il restait finalement à tester. Dans l'équipe, on a tiré au sort. Pas de bol, c'est tombé sur Jessica. Jessica, c'est donc un testé approuvé du côté du lac d'Annecy. Ah, elle a fait ça un peu pareil. Salut. Ça c'est une slackline. Et lui c'est Quentin. De slack.fr et je suis avec Jessica. Et ben voilà. Et en fait toi tu vends ces lignes, ces sangles. Pour faire du funambulisme. Ok, partout où dans on les veut. parcs, en famille, avec des amis. Ou en montagne aussi. Et au-dessus de l'eau, dans des pures conditions. Et ben voilà, il n'y a pas de vent du tout, les conditions sont parfaites, l'eau n'est pas froide du tout, on sort de l'hiver, mais tout va bien. Donc on va tester la slackline. À Annecy. Allez, c'est parti. Ça bouge. J'arrive pas à m'asseoir. Ah, j'arrive pas. Ah, et puis ça scie l'entrejambe. C'est hyper dur de se mettre debout. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh. Du coup, Quentin, on va commencer de plus bas alors. Je suis tombée à l'eau, maintenant on va essayer. Ok, on va essayer là. Donc là, j'ai plus de pantalon. Donc là, tu mets ton pied droit sur la sangle et rappelle-toi ce que je t'ai dit, le dos bien droit, les deux genoux un peu fléchis et les bras qui servent de balancier. Mais je me mets debout comme ça? Non, non, mais toi déjà à moitié debout là, sur ta jambe gauche aussi. Mais c'est super dur. Et là, tu fais une petite flexion pour te mettre debout. Allez, vas-y. Un petit lancement, les bras qui servent de balancier. Mais c'est hyper dur. Allez. Allez. Mais je me mets debout comment? Je peux essayer déjà de me mettre comme ça? Oui, si tu veux. Hein. Ouais, j'y arrive pas. Allez. À droite, qui te gêne. Non, non, comme ça. Mais laisse tomber, je peux pas me lever toute seule. Non mais comme ça bouge. Parce qu'il faut regarder un point fixe. Voilà, je fais de la slack. Non mais arrête de bouger. Et là tu te mets debout dessus. Après, les bras au-dessus des épaules pour servir de balancier. Décontracté, faut pas grimacer. Je peux pas commencer là. Ben voilà. Pour la première traversée de Jessica. Les bras au-dessus des épaules. Allez, voilà. Il faut que les bras accompagnent. Non, mais lâche pas. Allez, allez. Une sensation d'équilibre et de concentration très poussée. Voilà. Pour quelque chose de si accessible, c'est quand même très agréable et intéressant. Voilà, super. Là, t'aurais déjà pu faire un pas. Je peux pas faire plus. Attends, je fais le reportage en culotte. Oh, je suis cassée. Je suis cassée. Bah, au boulot, quoi. Bon courage, Jessica. C'était un bon début. Merci, Quentin. Ciao. Ah, dur, dur. Bravo, Jessica. Ça avait l'air assez compliqué. Et puis merci à Quentin Robillard qui l'accompagnait. Merci à lui. Alors Nathan, sur la fin, on voit la ligne qui bouge beaucoup quand Jessica essaye de s'appuyer dessus. C'est quoi qui fait bouger cette ligne? C'est elle ou c'est le vent? C'est quoi? Alors c'est elle, quand on n'a pas l'habitude au début, quand on monte dessus, en fait, les muscles sont pas habitués, le corps n'est pas habitué, et ça tremble dans tous les sens. Et après, en fait, on a les réflexes qui se font dans les muscles, dans le corps, les nerfs, et en fait, on apprend à plus trembler. Et pour ça, donc, le conseil que j'aurais pour les débutants, c'est déjà de ne pas hésiter à la mettre assez courte, assez basse, et de lâcher prise un petit peu. Donc, les conseils de base, c'est les genoux fléchis, le corps droit, les bras souples. Regarder en face, fixer un point et lâcher prise, ne pas trop rendre conscient, pas essayer de tout contrôler, laisser le corps faire en fait. Et on met combien de temps justement à réussir à marcher sur une ligne? Parce que là on a vu Jessica passer un petit peu de temps et elle a fait 2 pas. Combien de temps il faut pour faire une traversée d'une dizaine de mètres? Alors en une après-midi un petit peu acharnée, on peut traverser une dizaine de mètres. Donc finalement c'est assez rapide et plus on a des sensations, plus on a envie de réessayer. Et puis après c'est un cercle vertueux, on devient de plus en plus meilleur.
Alors, la suite pour vous maintenant, Nathan Paulin. Quels sont vos nouveaux projets, vos futurs projets, vous qui détenez ce fameux record du monde de plus d'1,6 km. Vous voulez le battre? Vous avez d'autres projets? Comment ça se passe? Alors là, les projets de record, pour l'instant, il n'y en a pas de prévu. Comme le record, on l'a dans notre équipe. Et puis là, j'ai plus envie de m'orienter vers des projets un peu esthétiques. Peut-être des projets sur les aiguilles à Chamonix avec mon frère qui est aspirant guide de haute montagne. Donc il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Et là, sinon, je pars en Chine demain pour un événement en Chine. Et je vais assez régulièrement en Chine, donc ça va être... Parce que maintenant, vous vivez de votre discipline. Alors oui, maintenant j'en ai fait un métier grâce aux sponsors, aux démonstrations au spectacle, et puis il y a tout ce qui est aussi la partie entreprise. Donc ça peut être des conférences, des séminaires. Ça vous permet de voyager dans le monde, hein. C'est pas mal. Alors oui, ça me permet de voyager. J'aurais jamais pu voyager si j'avais pas fait cette pratique. Et donc là, ça m'a amené un peu partout, dans des coins un peu inattendus, comme en Iran par exemple. Au début, j'étais en Iran faire de la highline, c'était super sympa. Alors vous allez souvent en Chine, les Chinois sont friands de cette discipline? Alors oui, les Chinois en fait aiment bien la manière dont ça met en valeur leur patrimoine, donc les lieux. En fait, c'est une super manière de montrer un bel endroit. Et donc ça passe en direct à la télé, ça fait de la promotion en interne pour les touristes. Voilà. Merci à vous Nathan Paulin, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de Mont Blanc Live, mais vous pouvez évidemment nous suivre grâce au replay sur le site www.montblanclive.com. N'oubliez pas Facebook, Twitter, Instagram pour nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag Mont Blanc Live. Bonne fin de journée sur MB Live, merci à toute l'équipe, ciao ciao.